Sympa l'event. On a Raoul Rosas, Bienvenido a Fightman. Daniel Zeluber, Bienvenue sur Fight Minds. Brian Ortega, Bienvenue, Fight Minds. Merab Valishili, Bienvenue sur Fight Mind. Sean O'Malley. Bienvenue sur Sur la carte. Bienvenue sur l'analyse de la carte principale de l'UFC 306 sous l'angle des côtes de Paris. 5 très belles affiches à décortiquer. On s'y met juste après l'intro avec Brian. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Ok, cette carte principale ouvre chez les flyweight avec Ronaldo Rodriguez qui fera son deuxième combat à l'UFC. Il a seulement 25 ans et il a déjà 18 combats professionnels, 12 gagnés avant la limite, ce qui est élevé pour un 57 kg qui a 16 victoires sur son palmarès. Il est sur 6 victoires consécutives, gros mental, bon cardio, profil plutôt complet et évidemment vu son âge qui progresse entre chaque combat. Face à lui, Ode Osbourne, 12 victoires, 7 défaites en professionnel, plus expérimenté à l'UFC car ce sera son 10e combat sous la bannière, 4 victoires pour 5 défaites. Il est face au mur, il est sur 2 défaites consécutives depuis sa victoire à la décision partagée contre Charles Johnson. Il a seulement 4 décisions sur ses 19 combats. Clairement un combat qui passe sous les radars par rapport à ce qui suit, mais je pense que l'UFC savent ce qu'ils font. Les flyweights, c'est souvent des beaux combats. Là, on a 2 combattants d'action. Ode en pur striker, grappling pas au niveau de l'UFC. Il s'est fait soumettre 2 fois de suite par étranglement arrière. Rodriguez est capable de belles choses debout comme au sol. Et il sort d'une victoire par étranglement arrière. Brian, ce combat devrait délivrer. Est-ce que tu as un read sur le combat? Oui. Moi, je pense... j'ai pas réellement été impressionné ni par l'un ni par l'autre sur leur dernière sortie, hein, je vais être honnête avec toi. Ouais. Cependant, je pense que Rodriguez n'a pas encore montré ce dont il était réellement capable. Tu vois. Donc j'ai beaucoup plus d'attentes sur Rodriguez que sur Osbourne. Osbourne, je pense qu'il a atteint son plafond de verre. Ouais, clairement, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme je disais, Rodriguez, il est jeune et les 2 défaites, c'est une par split. Il y a assez longtemps, et une à la décision au Dana White Contender Series, et elle était controversée. Des gens le voyaient gagner. Donc les 2 fois où il s'est fait battre, c'était assez serré, et il a des victoires quand même très convaincantes. Je te rejoins, ses débuts n'étaient pas exceptionnels. Il a bien géré l'altitude. Je pense que là-dessus, il était mieux préparé que son adversaire. Ça a contribué à sa victoire. Les prises de dos étaient intéressantes. Le finish est intéressant à 2 secondes de la fin. Donc... effectivement, on ne peut pas s'avancer en disant c'est un futur gros nom de la division, mais il a que 25 ans, il a un beau palmarès, il a un style intéressant, il y a une prise de maturité qui devrait aussi arriver avec l'expérience à haut niveau. Donc moi je suis intéressé par le combat pour ça, et puis les flyweights, je trouve que c'est toujours fun à regarder. Ouais. Et c'est vrai que sur la tournure du combat, alors moi ce que je trouve intéressant chez Rodriguez, c'est que je le trouve relativement patient quand même. Ouais. Je trouve relativement patient et effectivement c'est un bon finisher. Bon, après son palmarès n'est pas non plus il n'a pas affronté la crème de la crème pour arriver jusque là. Non. Il était dans les petites orgas et franchement il était à combien? 8-1 et juste avant il affrontait des gars qui avaient moins de 5 combats. Franchement on l'a fait monter très progressivement, tu vois. Ouais, et je pense qu'à l'UFC, c'est un peu ça la stratégie. Enfin, je sais pas dire quelle est la stratégie, puisque Ode Osbourne ici,
d'un côté, il n'est pas très haut dans le classement. De l'autre côté, il a une certaine expérience. Il a des belles victoires à l'UFC. C'est un Ouais. gros flyweight. J'ai l'impression qu'il cut beaucoup. C'est un bon striker, surtout en ligne. Jab cross plutôt intéressant. Par contre, il a un cardio que pour un round. Il fatigue très vite. Pour qui tu parles? Osborne. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il a beaucoup de défaites au premier round. Ouais. Et donc, voilà, moi, ma lecture du combat, c'est je vois Rodriguez l'emporter dans le deuxième ou le troisième. Ah, incroyable, Quoi? magnifique. Bon, je pense que J'avais, c'est... j'ai le même read. Je pense qu'il va passer la vague du premier. Je le vois Ouais. prendre le 2 et le 3 pour une décision, ou même obtenir un finish dans le 2 ou 3. Donc, je vais me positionner sur mon boost habituel, moi. Je vais mettre un peu sur Rodriguez Moneyline. Enfin, Ouais. je vais mettre sur Rodriguez en Moneyline et je vais mettre un petit boost sur Rodriguez après 1.5 round. Et ça, c'est à 2,50. Ici, lui, il a 1,73 contre 2 pour Osborne. Donc, on est en dessous d'un 55-45. Donc, si tu mets une unité, c'est ça? Je ferais 0,8 et 0,2, un truc comme ça. Donc, 0,8 à 1. À 1,73. Ok. Donc, s'il Donc, gagne ça à te fait gagner la. 0,5. S'il gagne dans le premier round, je suis gagnant, mais pas de grand-chose. Et puis, s'il gagne dans le 2, 3 ou à la décision, je suis gagnant de beaucoup plus. Ok. C'est Alors, comme moi, ça que je le vois. j'avoue que je suis parti ailleurs pour regarder. Ok. Je suis parti sur Rodriguez gagne au round 2, Rodriguez gagne au round 3, je crois. Ah, et donc pas de décision. Non, j'ai Et elles sont à combien, celles-là? Bah, attends, je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est round 2, c'est à 6,50 et Ah round ouais. 3 à 11. Ah ouais, ok. Attends, Ok. Ouais, c'est ça. 6,50 et 11. C'est ça, hein? Ouais. Gagne dans le round 2, gagne dans le round 3. Et moi, je prends moins de risques. J'ai mis 0,1 dans chaque. Ah. Tu vois. Ok. Donc, Ouais, ça me bah après, fait... c'est un bon multiple, ouais. Voilà, ça me fait... S'il l'emporte dans le round 2, bah, ça me fait 0,65 pour Ouais. 0,1 d'engagé. Et donc, ouais, ça fait 0,55. Et s'il gagne dans le round 3, ce que je pense plus probable, tu vois. 1, moins 0,1, donc 1. Tu gagnes une unité là-dessus. Là, je gagne une unité, tu vois. C'est pas mal. Je trouve que c'est... Ouais, la gestion risque-récompense est pas mal. Risque-récompense, c'est pas mal. Ouais. Uh-huh. Et voilà, donc là, pour l'instant, je me suis positionné là-dessus, parce que, voilà, je suis pas non plus 100% convaincu de Rodriguez, hein, tu vois. Exact. Bah, du coup, ouais, c'est une bonne stratégie. Il y a ce palmarès un peu construit qui me pose problème. D'un côté, je me dis, il n'a pas encore montré toutes ses capacités. Et de l'autre côté, il n'est pas monté à la dure, tu vois, pour arriver à l'UFC. Ouais. Il a eu un chemin assez pavé, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup parce que moi aussi, je suis pas encore convaincu par Rodriguez. Ouais. Mais quand j'ai vu les cotes, je me suis dit, bon, il y a de la valeur sur lui, c'est trop serré par rapport. Voilà, je trouve que c'est trop serré. Et j'avais pas regardé les cotes juste round 2 et round 3. Alors, ça enlève la possibilité de la décision, mais tu te lances avec 0,2 unités, c'est rien à perdre, quoi. Donc, j'aime bien ta stratégie. Ça enlève le round 1, ça enlève la décision. Ça reste risqué, hein. Pour moi, c'est pas non plus. Je pense qu'une décision, elle est peut-être un petit peu plus judicieuse parce qu'Ode Osborne, je pense qu'il va être très très préparé. Il va absolument vouloir sortir de l'UFC s'il perd entre guillemets la tête haute, tu vois. Ouais. Donc il viendra peut-être, s'il ne trouve pas la solution, il viendra peut-être pour ne pas perdre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, pour ne pas se faire éteindre plutôt. C'est ça. Ouais, parce que s'il s'est finalisé 3 fois d'affilée, c'est d'office la porte de sortie. Surtout en flyweight. Surtout en flyweight, en fait. Il n'y a même pas de question à se poser. Il y a déjà une grande chance qu'il saute avec une décision en défaite, mais alors s'il se fait finaliser, c'est sûr et certain. Ok. Les gars, suivez-nous sur Twitter et Instagram. Fight Minds sur Twitter, Fight Minds Off sur Instagram. C'est là où on affiche les placements qu'on fait au final. Donc ici, on s'est déjà positionné, mais voilà, il y a très souvent dans des podcasts où on hésite encore et on se donne encore jusqu'au vendredi midi pour se positionner. Petite précision, là, on est jeudi 8h41, donc les cotes sur lesquelles on parle sont celles de maintenant. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, elles auront un peu évolué sur unibet.fr. Alors là, ce deuxième combat, je crois que c'est aussi pour faire plaisir aux fans. On a le poulain d'Eric Nexic
Daniel Zeluber, dont le rêve est d'affronter Benoît Saint-Denis, qui sera opposé à Esteban Ribovic. 15 victoires, 1 défaite contre 13 victoires, 1 défaite. Du côté de Zeluber, on a 7 victoires par KO, 3 par soumission, 5 à la décision. Pour celui qu'on surnomme Golden Boy, il est à 3-1 à l'UFC. Il sort d'une très très belle prestation selon moi contre l'assez dangereux et très jeune aussi, Prado. Je vois Zeluber rentrer en totale confiance dans cette cage. De l'autre côté, on a El Gringo, Ribovic. Il rigole pas. Il a expédié Terence McKinney dans son dernier combat. Il a 12 finishes sur ses 13 victoires, 7 au premier round. Il touche 6 points 2 fois à la minute debout. On a un peu une opposition de style en striking, dans le sens où Zeluber est plutôt technique et mesuré. Ribovic est plutôt chaotique, mais très efficace et opportuniste. Zeluber capable de combattre en gaucher-droitier, qui va beaucoup travailler de sa taille et de son allonge pour la division. Ribovic qui n'a pas peur de venir plus au contact. Qui shift aussi. Hein. Il shift bien, Ribovic, ouais. Mais il shift dans ses combinaisons, mais il va beaucoup travailler en droitier. C'est plutôt rare de le voir partir de gaucher, alors que Zeluber, il peut vraiment choisir sa garde, je dirais ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Moi, j'aime beaucoup ce combat. En tant que fan, j'aime beaucoup le combat. Moi aussi, je suis très intrigué par ce combat. Je trouve que la cote est un petit peu démesurée pour Ribovic. On est d'accord. Ça m'en sûr. Même si je la comprends, hein, c'est toujours pareil. On peut voir un combat plus serré, mais avec quand même des chances très très élevées de voir Zeluber. J'aime bien le combat. J'ai beaucoup d'intrigues. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Ribovic, je sais il a montré qu'il était capable de gérer des grands, et notamment grâce au shift, tu vois, qui a amené le KO contre comment il s'appelle son dernier adversaire là. McKinney. Ouais, McKinney. Ouais. Je sais pas. Là, sur ce combat-là, je sais pas trop où me placer. J'ai juste écrit la valeur est sur Ribovic, c'est tout. Ouais, donc on va parler factuellement. Ribovic est à 2,92. Ouais. Donc on lui donne que 30% de chance de gagner. Et moi, c'est ça. Je suis dans le train Zeluber. Je crois vraiment qu'il a un gros potentiel. Mais tu peux pas donner seulement. J'arrive pas à concevoir en fait pourquoi si peu de chance du côté de Ribovic. Il est assez impressionnant. Et c'est pas que Zeluber ne s'est jamais fait connecter dans le premier round contre Prado. Il prend un gros crochet. Tu vois, quelqu'un qui appuie un peu plus, ça peut vraiment changer la tournure du combat. Les deux ont déjà perdu récemment. Donc on sait aussi qu'il y a des chemins vers la victoire d'un côté comme de l'autre. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai du mal à avoir un bon read sur le combat. Clairement, Zeluber peut juste comme il a fait contre Prado, tu vois, avoir vraiment un combat très mesuré, actif tout de même, où il marque ses points, il garde ça à distance, il prend pas trop de risques et il domine juste en étant plus volumineux dans ses frappes. Et de l'autre côté, je peux aussi voir un Ribovic qui met cette pression, qui arrive à trouver ses ouvertures en étant agressif, qui sort Zeluber de son jeu, qui pousse Zeluber peut-être à shooter en lutte, à se fatiguer, puisque Ribovic, c'est très compliqué à garder au sol, et avoir une tournure de combat où l'agressivité, le côté un peu chaotique de Ribovic sort Zeluber de son jeu et qu'on voit un autre visage de Zeluber, quelque chose de moins technique et moins propre et moins efficace par conséquent. Bah écoute, si tu regardes Ribovic, sa dernière défaite, c'était vraiment, entre guillemets, face à un mec qui est venu pour le lutter aussi, tu vois. Qui a très très bien mixé, Loïc Radzhabov. Il a bien mixé, il l'a mis au sol. Il s'est un peu épuisé notamment à ça. Il perd son dernier round d'ailleurs, Radzhabov. Et le combat d'après contre Kamula Kirk, si je dis pas de bêtises, Kirk gagnait son premier round. Et il s'est aussi épuisé en lutte. Et il perd le 2 et 3, tu vois. Donc moi, je pense quand même que, entre guillemets, son point faible à Esteban, il y a 2 points faibles, c'est face à des lutteurs. Mais là, ça ne sera pas le cas. Et je trouve quand même qu'il est assez perméable au coup. Qu'il prend quand même des jabs, avec la tête qui part en arrière. Et je pense que c'est peut-être pour cette raison que les parieurs le voient Zeluber aussi favori. Parce que Zeluber, il se planque bien derrière son jab, il a un bon check hook. Peut-être qu'on pourrait voir un combat, où, comme le dernier combat qu'a fait Zeluber, tu vois, où il a défiguré
Ouais. Son adversaire, là, Prado, ça pourrait être à peu près la même tournure. Mais bon. Après, ouais, c'est ça. Il fait vraiment pour moi, ouais, c'est quasi une masterclass hein, contre Prado. Ça a été très propre en fait. Hein. Il fait vraiment, il applique la stratégie qu'il devait. Est-ce qu'il était favori dans ce combat, tiens? Je pense. Hein. Contre Prado? Ah, il était favori. Ouais. C'est un combat qui a été relativement dangereux. Il a super bien géré. On sent peut-être un peu la touche Nixic aussi d'avoir une approche stratégique et on reste axé sur le game plan. Donc contre Ribovic, il aura peut-être aussi la bonne approche et on aura potentiellement une tournure de combat comme son dernier. Ouais. Mais je trouve que Ribovic, c'est quand même une version plus dangereuse que Prado. Exactement. Donc c'est pour ça, moi personnellement, je ne vais pas me positionner sur ce combat. Je vais le regarder avec beaucoup d'intérêt. Ouais, vraiment. Et de plaisir sûrement. Ouais. Et je vais trouver ça super intéressant. Ça va me donner pas mal de réponses à tous nos questionnements qu'on a, hein, et toutes nos interrogations sur la tournure du combat. Mais moi, par contre, je pense que je vais rester un petit peu loin. Ouais. En tout cas, c'est un combat où on peut considérer que ouais, le gagnant se rapproche du top 15 ici. Hein. Ouais, oui, clairement. Ouais, on est dans un combat où... C'est quoi, le vainqueur pourrait bien prendre le vainqueur entre Frévola et Ziam. Ça serait bien. Ah ouais, ça serait très bien. Ouais. Ça peut être pas mal. Ce carré de 4 noms est assez cool, je pense, pour les fans. Ça peut nous offrir des chouettes combats, donc c'est assez intéressant. Ok, on passe au main event. C'est Diego Lopez contre Brian Ortega. Nous savons que ça va délivrer. Et quand je dis savon, je parle bien entendu de notre sponsor, Onae, qui produit les meilleurs savons du marché. Produits à la main, à Marseille, surchargés d'ingrédients actifs pour les gars, mais aussi pour les filles, solides. Ça sent bon, ça tient longtemps, ça représente bien les combattants de l'UFC 306, mais aussi les fans qui vont regarder l'événement. À l'occasion de ce 306, ils ont sorti le Fuego Loco. Cette fois-ci, je le prononce bien. Il allie parfaitement la fraîcheur du combo jab, citronnelle, basilic et l'intensité du piment de Cayenne. Moi, je t'avoue qu'il sent tellement bon, j'ai presque envie de le râper sur ma bouffe. Heureusement, je ne le fais pas parce que je pense que j'aurais mal au ventre après. Toi, tu as testé certains savons, tu les as approuvés, tu nous avais dit ça dans le dernier podcast. Ouais, exactement. Pas sur la bouffe, hein, sur toi. Et alors, on a reçu un commentaire comme quoi, tu sais, j'avais dit qu'il y en a un qui sentait vraiment la bœuf, et il y en a un qui m'a dit, ouais, pas tant que ça, ils sont plutôt bons. Ouais, celui de Diaz, le Stockton. Le Stockton. Ouais. Donc voilà, mon avis n'est pas l'avis de tout le monde, tu vois. Donc on a reçu un commentaire comme quoi il sentait très bon, mais en même temps, je crois que c'est vrai qu'il sent peut-être un peu moins la je crois que c'est, tu sais, dans ta tête, tu t'es dit, ok, Stockton, Diaz, t'as un peu senti, t'as eu une association. C'est quand même écrit cannabis bio dessus. Hein. Je vais le tester enfin voilà, tu vois, j'ai juste senti, mais je vais le tester quand même pour de vrai. Voilà, et tes proches te diront si Brian, t'as changé. Les amis, on vous met le lien en description. Faites-vous plaisir avec le code FM10 ou Fight10, parce que tête en l'air que je suis, dans la première vidéo, j'ai mis Fight10. Dans la deuxième vidéo, j'avais mis FM10. Donc, j'ai dû contacter Onae en disant « Ah, je me suis trompé, il faut activer un deuxième code. » Donc, maintenant, on a 2 codes promo, FM10 ou Fight10. Très facile. Vous avez 10% sur tout le site. Bon. Brian Ortega contre Diego Lopez. Lopez, il régale. Depuis son incroyable début contre Evloev en short notice, certes une défaite, mais vraiment un combat dont on retient sa performance plus qu'autre chose. Il est sur 4 victoires consécutives, 3 finishes expéditifs et le super short notice contre Dan Ige en place d'Ortega il y a 3 mois à l'UFC 303. Ce dernier est bien revenu de sa blessure en finalisant Yair Rodriguez dans le 2e round en février. Moi, je t'avoue, Brian, c'est le narratif autour d'Ortega qui m'inquiète un peu. Il prend presque 2 ans après sa défaite contre Loé. Il prend presque 1 an après sa masterclass contre Corinne Zombie. Presque 1 an pour son title shot contre Volkanovski. Il se blesse contre Yair Rodriguez la première fois qu'ils se rencontrent. Il se blesse en rentrant dans la cage pour la revanche. Certes, il gagne, mais quand même une petite inquiétude. Il dit qu'il veut monter en lightweight. Il dit qu'après ce combat, il va monter en lightweight. Donc, à quoi ça sert de faire ce combat en featherweight? Il est malade à l'UFC 303 et annule à quelques heures du combat. Pour moi, c'est pas un petit facteur X. J'aime pas baser mes analyses sur des narratifs, mais j'ai quelques inquiétudes sur la forme, l'état de forme d'Ortega.
à l'interview avec John, il dit qu'il a eu une période un peu difficile en Mhm. tout ce qui touche dépression, etc., etc. Mhm. Il se blesse assez souvent. Est-ce que son corps commence à lui dire vas-y, on en a marre? Je sais pas. J'ai cette crainte quand même. Ouais, ouais, je comprends. Mhm. Je sais pas si j'ai vraiment envie de baser mon choix là-dessus, mais en regardant son palmarès hier, il y a tous les éléments qui sont revenus comme ça. Je dis c'est pas rien, tu vois. Mhm. C'est pas rien. Écoute, sur ce combat-là, moi, j'ai vraiment du mal à me positionner aussi, et notamment sur cette question de confiance que l'on peut avoir en Brian Ortega. C'est-à-dire que les deux combattants pris individuellement, si tu les mets au top de leur forme, si tu sais qu'ils vont arriver dans leur grand jour, je mise sans aucun souci sur Brian Ortega. Et donc Ouais. j'entends tout à fait hein, ton facteur X. Euh, mais c'est vrai quand même que j'ai envie moi personnellement de miser sur Ortega. Je pense que bah oui, bien évidemment, il y a la question de la motivation, il y a la question de son passif, enfin tu vois que ça a été compliqué ces dernières années, mais les compétences sont toujours là. Mhm. Et voilà, si je pense que même je vais peut-être dire des bêtises, mais même à 80% de ce qu'il est capable de faire, je le vois passer, tu vois. Ouais, et puis il y a aussi, tu vois, si on veut avoir le narratif opposé, contre Yair Rodriguez, il se blesse en rentrant dans la cage, mais il va nous sortir une belle performance et on a vu une belle préparation. Tu Mm. avais fait une super analyse sur les takedowns qui étaient réalisables Oui, contre Yair Rodriguez, il les avait utilisés. Donc et en plus, on avait analysé ce combat et on avait dit, voilà, le manquement au jeu de Brian Ortega, c'est sa lutte offensive. ouais. Il avait un pied-point intéressant par rapport à son style qui force de temps en temps, sous la pression, ses adversaires à shooter vers une guillotine, comme Moïcano l'avait fait. Mm. Et il a un jeu au sol qui est exceptionnel. Ce qui lui manquait, c'était la capacité de forcer la transition vers la dynamique de grappling, et il a réussi à le faire contre Yair Rodriguez. Donc, au-delà de mon narratif qui est un peu négatif, il y a ce côté, il semble continuer un peu à progresser, il semble quand même Ah motivé, bah oui. il est capable de gagner en se blessant, en rentrant dans la cage, donc le mental est clairement là, il a toujours été là chez lui. Donc évidemment, il y a beaucoup de positifs aussi. Donc très difficile. Tu sais quoi, Brian, en fait, je viens d'y penser, mais on avait fait l'analyse Ortega-Lopez pour les membres uniquement quand ils devaient se rencontrer au 303. Ah peut-être. Je vais la balancer sur la chaîne. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Danny Gay contre Diego Lopez. Est-ce que tu tires quelque chose de ce combat? Parce que c'est le seul élément qui a changé entre notre dernière analyse et maintenant. Lopez a combattu contre Danny Gay en super short notice. Donc, Ouais, je vois pas ça comme un combat référence qui nous donne pareil. beaucoup d'informations perso. Pareil, je vois pas ça comme un combat référence. Le seul combat référence pour moi, c'est le combat que Brian Ortega a fait, tu vois. Ouais, mais on l'avait déjà inclus dans notre analyse d'il y a 3 mois. Mm. Et voilà, et puis bah, toutes les adaptations qu'il a fait contre Rodriguez, pour moi, c'est quand même tu vois, des facteurs X aussi qui montrent qu'il est arrivé bien préparé. Et j'avais des gros doutes hein, quand on avait fait l'analyse à l'époque, hier, Ouais. Rodriguez, Brian Ortega, on avait parlé de ce qu'il devait mettre en place, des techniques. Moi, personnellement, j'avais des gros doutes qu'il vienne avec ses ajustements. Et encore une fois, non, il les a fait. Et donc, voilà, pour moi, c'est des choses où je me dis, ok, il étudie les adversaires, il a vu ce qui n'a pas fonctionné, il a adapté, il est devenu meilleur, et il a gagné, tu vois. Ouais. Donc là, je me dis, si je me mets 2 secondes à sa place, tu prends un gars qui est en pleine bourre, pleine hype, toi, ça commence à être difficile, tu dois prouver, t'es underdog, tu vas pas les mains dans les poches, tu vois. Mhm. Il va pas arriver en se disant, enfin voilà, forcément, tu te dis, ok, il y a anguille sous roche, les gens, ils me voient perdre, donc ça veut dire qu'ils s'attendent à autre chose, et tu te sors les doigts, tu vois, parce que tu Ouais, bosses, quoi, je vois tu très bien bosses, tu prépares, l'expression sur t'étudies le laquelle tu gars, pointes. tu regardes ce qu'il fait. Moi, ce que je vois, c'est effectivement un Diego Lopez qui est très bon, hein, on le Ouais. sait tous, ses partenaires d'entraînement le disent, que c'est un gars qui est excellent, mais je le trouve vraiment trop généreux, moi, personnellement. Trop généreux dans la cage, et ça fonctionne avec des gars
qui sont pas dans le top 10, j'ai Mhm. peur que ce soit difficile avec du top. Et on l'a vu notamment vis-à-vis des Evloev. Je pense que si tu leur demandes aux deux de faire une démonstration de MMA au, je sais pas moi, Festival d'arts martiaux de Paris, tu vois, tout le monde va faire waouh, il est trop fort, Diego Lopez, tu vois, Ouais. et des trucs à la volée. Et puis Evloev, tu vas te dire bon, bah ouais, bah, c'est bien, tu vois. Ouais, Pour ouais, ouais. autant, celui qui a le plus la dimension je dois gagner ce combat, eh ben, pour moi, ça sera Ortega, Evloev. qui trouvera Ah plus oui, facilement dans ce les cas-ci, solutions. ouais. Ah. Voilà. Ouais, écoute, j'ai créé de l'engagement sur la vidéo. Si vous voulez qu'on sorte l'analyse qu'on avait faite en public plutôt qu'en exclu membre, dites-le nous en commentaire et comme ça je la sortirai samedi, le jour du combat. Ici, voilà, les cotes ont évolué. Si je dis pas de bêtises, quand ils étaient prévus au 303, Lopez était très légèrement underdog. Maintenant, il est favori à 1,53 contre 2,33 pour Brian Ortega. On est autour du 60-40 à l'avantage de Lopez. Ah, c'est Si je fou. t'entends, tu es tenté du coup par un dog Ortega. play ici. Ouais, Moi, je suis tenté par Ortega, ouais. ouais, je comprends. J'ai, Et est-ce que tu attends la pesée pour voir un peu l'état d'Ortega ou ça t'inquiète Ah, pas tu penses spécialement? que le cutting va être difficile ou des choses comme ça? Alors, je me rappelle plus exactement au 303, mais au 303, on sait qu'il y a eu un problème de cutting. Ils ont voulu changer en catchweight en dernière minute. Je crois qu'il a été pesé et puis il est tombé malade. Ou alors il était malade pendant. Mais je crois que la raison du retrait en last minute, c'est qu'il n'a pas été autorisé par les médecins parce qu'il est tombé malade, mais que ça aussi, il y a eu aussi une question de cut très compliquée où le catchweight a été négocié à quelques heures de la pesée. Il me semble. Ça, Je c'était sais pas quel si on peut combat, ça? retrouver ça. Ortega Lopez Qui a été annulé? au 303, ouais, qui a été annulé. Pourquoi il dit que c'est un combat qui a été accepté en short notice? Ils ont tous les deux accepté en short notice. C'est l'événement avec McGregor là qui se retire et du coup on a dû Ah mettre ouais, bah ouais, Jiri mais écoute, il et a raté sa pesée parce qu'il a été prévenu 15 jours avant, tu vois. ouais, ah ouais, j'avoue. Bah oui, hein. Moi, Ah demain, oui, tu me oui, dis, oui, ouais, oui, dans c'est 15 vrai. jours, tu dois être à 61, je vais te dire, mon ami, ça va être compliqué, tu vois. Ah Donc, ouais, ouais, non, c'est vrai, il y a cet élément aussi. Mais au final, ici, je vois sur Tapologie qu'il a quand même été pesé à 70. je crois qu'il était malade, hein. Ouais, c'est ça. Ortega fait le heal on Fight Night. Ouais, Donc, voilà, je pense qu'il était malade, voilà, point, tu vois. Donc non, je vais pas prendre ça en ouais, compte. ouais, ok. Ouais, bah alors, ouais, alors Dogor passe ici, pourquoi pas. Mm. Et j'entends totalement l'argument inverse de, je suis dans le train Diego Lopez, il roule sur tout le monde, je vais le mettre à 1,53, c'est pas mauvais comme cote non plus pour lui. Donc je sais pas si c'est vraiment Dogor passe, c'est juste une question de faire son scénario et se positionner dessus si on se sent à l'aise avec Ouais, la voilà. cote qui est proposée. Voilà. Donc moi, c'est peut-être pas... pour l'instant, je suis Ortega, mais c'est peut-être pas sûr que je me positionne. Je vais peut-être jouer le gars prudent. Ouais. Moi, ce combat m'avait trop fait hésiter. Je me rappelle dans notre précédente analyse, là, j'avais hésité en me disant, tu sais quoi, c'est peut-être le genre de combat où on pourrait avoir un 18 dans un round et 19 pour l'autre dans les deux autres. Et donc, le Ah. 0-1 unité sur l'égalité est pas déconnant. Est pas déconnant à jouer. Genre Lopez qui met un 18. Ah, tu sais, Lopez qui commence comme une furie dans le premier round, il prend son 18, puis il se fatigue à le faire et Ortega prend les deux suivants. Ou bien Lopez qui commence comme une furie, mais c'est 19 pour lui au premier, 19 pour lui au troisième, et au deuxième, et il est tellement fatigué dans le troisième que Ortega va le Ouais. surdominer au troisième. Écoute, on en a parlé, hein, des petits 0-1 à 80. Ouais. Ouais. Il faut que ça passe un jour. Il faut que ça passe un jour. C'est clair. Maintenant que je l'ai dit, je suis obligé de le faire parce que si je le dis, que je ne le fais pas et que ça se produit, je vais le regretter toute ma vie. C'est Pas clair. toute ma vie, mais voilà, pour le fun, je le regretterai. Ok, co-main event. Alors, trilogie entre Shevchenko et Grasso. Grasso gagne le premier en sautant sur une opportunité pour étrangler dans le quatrième round et devenir la championne. Deuxième combat, une égalité controversée uniquement sur le juge qui donne 18 sur le cinquième round. N'oublions pas que c'était très disputé. Il y a des arguments pour le 48-47 Shevchenko et pour le 48-47 Grasso. On l'a analysé. C'est en exclu membre. Donc, si vous voulez voir notre analyse dans le détail, vous rejoignez la famille Fight Minds et vous avez accès directement. Au moment où on a enregistré mardi, on était sur un pick-em. On était sur le 50-50 parfait, 1,85 de chaque côté.
On est jeudi et Grasso est passé favorite à 1,66. On est discrètement au-dessus du 55-45, donc c'est pas un petit changement. Grasso a pris plus que 5% là sur l'espace de 2 jours. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Les gens ont décidé probablement de se positionner maintenant lors de la Fight Week et se positionner sur Grasso. Mhm. Est-ce que les changements de code te donnent envie de te positionner ou justement te refroidissent et tu étais parti sur un Grasso et maintenant tu dis « Ah, sa cote est moins intéressante qu'avant ». Non, écoute, moi je t'avoue que je suis intéressé ni par l'un, ni par non, comment ça se dit ça? Ni par l'une, ni par l'autre. J'arrive à voir les deux chemins, enfin, j'arrive à voir les deux l'emporter, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un pick-em, ce combat-là. J'entends que Alexa Grasso soit légèrement favori, mais moi je suis parti plutôt regarder sur les tournures du combat, sur la durée. Les scénarios, ouais, la durée. Voilà. Plus de 3.5, 1,36. Ouais. Non, moi j'ai mis moins de 3.5. Oh, tu vois un finish, toi, rapide. Enfin, Écoute, rapide. sur ce combat-là, je vois un finish. Je me dis, soit Shevchenko a rien appris, entre guillemets, de ce qu'elle a fait, elle refait une erreur, elle est exploitée par Alexa Grasso, soit elle va arriver avec l'écro, elle va trouver une ouverture, et elle va la mettre KO TKO, tu vois. J'aime bien ça. Et la cote est intéressante. Ah oui, moins de 3.5, on a combien là? 3 x 3, ouais. Tu vois, tu peux mettre un tiers d'unité pour gagner une unité. Voilà, c'est ce que je me dis. Bon, c'est un scénario peu probable, j'ai envie de dire. Mais il y a un monde où je le vois, tu vois. Je trouvais que la cote était intéressante. Voilà. Ouais, après quand tu regardes leur deuxième combat, t'as un knockdown d'Alexa Grasso dans le deuxième round. Ouais. Et t'as une sacrée prise de dos avec un long contrôle de Shevchenko dans le troisième. Ouais. Et donc avec un tout petit peu plus cette envie d'un côté comme de l'autre de pouvoir finaliser. Peut-être qu'il y a une ambiance à la sphère qui va se créer aussi, qui va un peu plus donner cette envie de pas aller... En plus, ça c'est clair, les juges, Valentina, elle va pas vouloir y aller. Hein. Elle va vouloir être très convaincante. Ouais. Donc il risque d'y avoir... Ouais. Je pense qu'il y aura des risques pris des deux côtés, tu vois. Ouais. Ouais, donc moi j'avais dit dans l'analyse, bon c'est un petit spoiler pour ceux qui sont pas membres, mais j'avais envie de me positionner sur Shevchenko, mais j'avais quelques réserves parce que selon moi Shevchenko est plus technique, plus compétente, mais elle a fait tellement d'erreurs, le facteur X de sa communication qui se remet pas du tout en question par rapport au deuxième combat. Pour elle devait le gagner absolument, c'est pas logique, elle s'est fait voler par le juge. Alors oui, le juge qui donne le 18 au 5e round, c'est très difficile de trouver un argument qui justifie ça. Mais de l'autre côté, on avait regardé, il y avait plus de la moitié des fans et il y avait pas mal de médias qui donnaient le 48-47 Grasso, qui est aussi mon scoring. Moi, le 4e round, je le donne à Grasso, je le donne pas à Shevchenko. Encore une fois, ça dépend de comment on interprète la multitude de coups de genoux avec Valentina qui cherchait à jouer avec les règles en déposant sa main au sol. Donc, elle doit se remettre en question. Si elle refait le même combat, je crois que c'est Grasso qui va gagner, d'autant plus qu'il y a aussi la question d'âge. On a une Grasso qui a vraiment la grinta, qui est jeune, qui veut rester championne, et on a une Shevchenko qui, voilà, sur ses 3 derniers combats, elle n'a pas été ultra convaincante. Taylor Santos et les 2 contre Grasso. On voit qu'elle est encore très bonne, mais je pense que là, elle est passée à combien la cote pour Shevchenko? 2,10. Honnêtement, voilà, j'aime pas trop me positionner quand je considère que l'autre a un meilleur mental, et pour moi, Alexa Grasso a un meilleur mental. Mais ici, j'ai envie de voir Shevchenko, justement, comme je viens de le dire, elle veut pas aller à la décision des juges, elle veut pas que les juges aient un impact sur son combat, et elle va venir pour finaliser. Je pense que si elle est plus engagée dans ce combat que dans les 2 premiers, elle devrait l'emporter. Elle devrait assurer sa supériorité. Donc moi, je crois que je vais me positionner sur Shevchenko. Je me suis auto-convaincu sur les 2 jours depuis notre enregistrement. Bah écoute, je peux comprendre, hein, comme je te dis, pour moi, c'est vraiment un pick-em, donc je vais pas te contre-argumenter. C'était un pick-em, là on part vers oui, non, mais ce que je veux dire, moi je trouve que c'est un pick-em, je trouve que c'est vraiment un 50-50 et voilà, c'est ça. Et j'ai pas trop d'arguments qui pourraient dire maintenant tu devrais plus donc ouais, je comprends. Pour moi il y a trop d'inconnus, et j'ai plutôt envie de me positionner sur la durée, tu vois, et c'est pour ça que je vais me positionner que très peu, hein. Je vais mettre
Ouais, tu sais, c'est un peu cette logique de. Il y a certains parieurs que je suis qui sont vraiment en mode si telle personne a telle cote dans n'importe quel combat, il faut se positionner coûte que coûte, peu importe ton analyse. Tu vois, c'est un peu le coup de tous ces parieurs qui ont fait John Jones underdog. Je mets sur John Jones, tu vois, parce qu'il avait ouvert underdog contre Cyril Gane. Et ils ont tous fait à l'aveugle sur John Jones avant même d'analyser en disant on peut pas mettre John Jones underdog dans aucune circonstance, absent 3 ans, monté de catégorie quoi. Non, non, il est underdog, je me mets dessus. Et voilà, c'est un peu ça, Shevchenko underdog à ce point-là. C'est pas qu'elle est ultra underdog, mais elle dépasse les deux, quoi. Donc ouais, j'avais presque envie de faire à l'aveugle, en fait. Ça me rassure. Ouais. Ça me rassure. C'est bien. Ok. Alors, petit rappel avant notre main event, notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € sur notre sponsor unibet.fr qui vous propose les meilleures cotes du marché sur le MMA. Notre combat principal, on l'a analysé sur la chaîne, c'est disponible pour tout le monde, donc on en fait la pub, allez voir si vous n'avez pas encore vu. Ici, on avait dit qu'on allait réfléchir à nos pronostics, donc on va commencer par nos pronostics et puis on va parler des cotes de paris. Est-ce que tu t'es positionné sur un pronostic? Toujours pas. Mais moi, je pense que voilà, hein, les codes de paris parlent pour moi. Je pense qu'il y a les deux pronos, c'est soit Merab décision, soit c'est O'Malley KO, quoi, tu vois. Ouais. En gros, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est clair. Donc, alors moi, il y avait juste un truc. J'ai écouté un podcast hier de parieurs et le gars disait que exact, Merab avait ouvert favori dans ce combat. Ouais. Bien favori en plus, à moins 200 quoi. Donc ça a changé. Beaucoup de gens se sont positionnés sur je pense, ouais. Et ça a changé les cotes. Donc l'analyse des oddmakers, c'est que Dvalishvili devrait être favori. L'analyse des parieurs, c'est que O'Malley devait être favori. Et donc les cotes ont switché et maintenant ça se stabilise. Ce qui signifie que voilà, le 55-45 qui est représenté aujourd'hui est vraiment le reflet du mix entre ce que les oddmakers pensent et ce que les parieurs pensent. Donc on est à 1,69 pour le champion, on a 2,05 pour Dvalishvili. Et je suis d'accord, quasi tout le monde est d'accord pour dire O'Malley KO ou Dvalishvili décision. Donc statistiquement, c'est très logique. Hein, Dvalishvili, quasi toutes ses victoires sont des décisions. O'Malley, on le voit plus l'emporter par KO dans ce combat parce que sur 5 rounds, d'aller en prendre 3 contre Dvalishvili, c'est pas impossible à imaginer, mais c'est difficile à imaginer. Et donc la cote est à 1,29 sur ce double scénario, quoi. Donc comme quoi, c'est vraiment le scénario imaginé. Moi, je me suis encore pris la tête. J'arrive pas à me positionner sur un truc. Comme tu l'as dit, je vois bien le KO de Sean O'Malley venir assez vite. Juste par sa qualité de la gestion de la distance, des déplacements, absorber, tendre son piège à Dvalishvili. Je vois aussi Dvalishvili capable d'imposer son jeu comme d'habitude, quoi. Ouais. Écoute, je pense que les cotes, elles sont aussi un petit peu serrées avec la communication de Dvalishvili sur ses blessures, sur le fait qu'il y a un staff, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Je pense que quand tu vois ça, tu peux aussi te dire non, je retire mon argent, je vais mettre sur Sean O'Malley. Ça restait quand même un combat serré. Ouais. Moi, j'en ai parlé, mais je pense que Dvalishvili ne peut pas rester trop longtemps debout face à Sean O'Malley. Je pense j'espère qu'il le sait. Je pense qu'il a déjà tourné avec des vrais snipers qui tapent fort. Et je pense qu'il sait que si c'est un combat, il se fera éteindre, tu vois. Donc, dans le scénario que je vois, moi je vois le combat se termine par un KO à 1,95. Et comme ça, je ne prends pas parti, tu vois, sur Sean O'Malley ou sur Dwayne. Ah, carrément. Attends, toi tu prends ce termine par KO, t'es KO. Peu importe qui. Peu importe qui. Et c'est à combien la cote là? 1,95, 1,95. C'est ça, hein? Attends. Parce que moi, je me positionne sur combat à son terme, non, et c'est à 2. Donc ça inclut les soumissions aussi. Ah bon? Attends. Où est-ce que t'as vu ça, toi? Ah, mais toi, tu as KO technique, KO disqualification ou soumission à 1,95. Ah bah c'est le même. Ah bah combat à son terme, non? Et combat à son terme, non. À 2,30. À 2,30 maintenant. Attends, je referai. Ah non, je suis sur Shevchenko, excuse-moi. Ah, mais voilà. Voilà ce qui explique cela. Ah bah si c'est à 2, je vais prendre ça plutôt. Hein. Ah ouais, donc toi, t'as KO. Non, donc issu du combat KO technique ou disqualification, c'est à 2,30. C'est à 2,30, mon gars.
Donc c'est encore plus intéressant que ce que tu croyais. Ah non, j'ai vu KO, KO, TKO, soumission 1,95. Chance Ouais, à ce double. prix- ouais, à ce prix-là, tu prends combat à son terme, non, 2. Ouais, Parce que je moi, vais mettre c'est ça. là-dessus que Ouais, ok. Combat. On est tous les deux sur le même. On est Toi, tous t'avais les mis deux sur ça? le même. Ouais, moi, c'est ça que j'ai regardé. Ah, deux. Comme tu l'as dit, tu vois, Dvalishvili, il a tout intérêt à davantage chercher le finish ici que sur un autre combat. À moins, tu vois, le seul scénario que j'aime pas, c'est Dvalishvili dans le premier round, il obtient ses takedowns facilement et sans se sentir à risque debout. Et du coup, alors, il va peut-être imposer son jeu habituel. Je vais grinder une décision avec ma lutte. Euh, mais il y a des chances qu'il ait du mal à trouver ses ouvertures en lutte, c'est que quand il les obtienne, il va vraiment chercher à faire du dégât et à finaliser, que ce soit une soumission à un grand and pound. Et O'Malley, clairement, c'est un finisher de base. Donc ouais, il y a 25 minutes d'un côté comme de l'autre pour terminer. Je crois que la cote à 2, elle est intéressante sur tous les scénarios. En plus, ça considère aussi le côté staff, tu vois. Si Merab a vraiment eu un staff, il sera peut-être un peu plus fébrile et un peu moins durable. Et donc, il y aurait potentiellement un finish aussi dans ce cas-là. Il viendra peut-être un peu en mode BSD contre Poirier, à devoir finir dans le premier round, terminer dans le deuxième. Donc j'aime bien cette cote à 2 du combat qui ne va pas à la distance. Idem. Et voilà. Ouais, moi je pense que c'est vraiment en tout cas la meilleure cote. Et puis voilà, bon bah si Merab se fait éteindre, bon bah c'est comme ça. Mais s'il gagne en plus par finish, bah je serais heureux pour lui, tu vois. Ouais. Ce serait une bonne chose de prendre la ceinture en éteignant quelqu'un, en gagnant, que ce soit pas la décision, tu vois. Ouais, à fond. Ça, en plus, ça mettra beaucoup de fans derrière lui parce que c'est vrai que c'est la critique qu'on met envers Merab, c'est tu termines pas tes combats. S'il prend la ceinture en terminant chez O'Malley, voilà, ça éteint un peu tout. Ça booste à mort le combat contre Nurmagomedov qui sera sur place aussi. Donc ouais. Et je pense que dans tous les cas de figure, les fans y gagnent s'il y a un finish. Et finalement, le prono, parce que je ne l'ai toujours pas donné, en réfléchissant, voilà, je me suis dit, je vais quand même me positionner sur O'Malley. Je pense que O'Malley, ça reste un étudiant du game. Donc, je pense qu'il va trouver les déplacements adéquats pour trouver les ouvertures. Il va trouver les combinaisons ou les feintes ou la construction de son jeu pour trouver l'ouverture. Et il va bien analyser ce que Aldo a pu faire en défense de lutte pour bloquer un peu les intentions de Merab. Je pense aussi, je pense. Moi, mon prono, c'était Sean O'Malley quand on avait fait l'analyse. Par contre, voilà, sur ce que je place, ça va être finish. Enfin, ça va pas à son terme, le combat. Parfait. Moi, pareil. C'est prono Sean, placement, ne va pas à la décision, le combat. Peu importe pour qui. Ok, tout le monde, merci d'avoir suivi jusque maintenant. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Brian, un tout grand merci pour la préparation. À dimanche pour un récap. À dimanche, ouais. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.